Donc comment contrôler le capital? J'ai plusieurs clauses. Je peux empêcher un associé de se retirer. Et chez moi, j'ai ma clause d'agrément. En principe, les clauses d'agrément, dans le Code civil, c'est surtout prévu pour agréer les entrants. Moi, ma pratique, j'agrée également les sortants. Tu veux sortir, tu dois avoir l'agrément. C'est spécifique à moi. Hein. Mais je peux aussi inclure une clause d'inaliénabilité. Et une clause d'inaliénabilité doit être limitée dans le temps et répondre à un intérêt sérieux et légitime. Je vais inscrire dans les statuts les raisons légitimes. Et la jurisprudence considère que la limitation dans le temps peut être la survie, notamment d'un des associés. Moi, par exemple, durant toute ma vie, personne ne peut sortir de la société sans mon accord. On peut également refuser donc l'entrée de personnes indésirables. Et là, on a les clauses d'agrément qui sont prévues par le Code civil. Et on va voir qu'il y a des codes spécifiques. La loi impose ou exclut l'agrément dans certaines situations pour la SARL, pour la société anonyme, pour la société civile, sauf clause contraire. Et ma pratique, c'est d'étendre l'agrément à tout le monde. Et c'est moi qui vais donner l'agrément. Sauf pour moi-même. Bon. Je peux également prévoir dans les statuts, tout ça il faut qu'il soit prévu dans les statuts, des clauses d'exclusion, dites aussi clauses de rachat forcé. Alors il faut mettre les motifs dans les statuts. Mais la motif, une des motivations, c'est « je m'entends plus avec toi ». On va me dire « Monsieur Royal, vous déconnez ou quoi? Vous n'êtes pas sérieux quand même ». Mais si, c'est sérieux. La mésentente, pourquoi? Parce que la mésentente, elle est prévue dans le Code civil. Le juge peut prononcer la dissolution de la société en cas de mésentente entre associés qui paralyse le fonctionnement de la société. La seule différence avec moi, c'est que je ne vais pas attendre le blocage de la société pour exclure. Je vais l'exclure avant, pour mésentente, avec constatation par lettre recommandée à R. Et je vais même indiquer dans les statuts les modalités du calcul de la valeur de rachat des parts sociales pour l'associé exclu. Là, ça présente bien d'autres avantages plus forts encore que la société civile. Parce que je peux même déterminer, par exemple, un prix de rachat. Je ne sais pas si aux sociétés civiles on peut, mais si le juge va accepter ça, j'en sais rien. Mais pour la SAS, c'est expressément prévu dans le Code de commerce. Je peux prévoir les modalités du prix de rachat des actions d'une SAS en cas d'exclusion d'un associé. Et je mets une clause, par exemple, tiens, en cas d'exclusion pour mésentente, je te rachète à la valeur nominale de la part. La valeur nominale, c'est 1 euro. La valeur vénale, la valeur du marché, c'est 10 000 euros. Mais regarde les statuts, c'est 1 euro, casse-toi. C'était validé par la jurisprudence. Et donc, le rachat des parts, et on va indiquer les modalités. Pourquoi il faut impérativement, selon moi, indiquer les modalités du calcul du prix de rachat des parts? Parce que si vous ne le mettez pas, un associé, il n'est pas content, il va voir le juge et il va demander éventuellement au juge l'autorisation de se retirer, quand bien même j'ai mis des clauses d'agrément. Mais si j'ai mis une clause d'inaliénabilité, il ne risque pas pouvoir de sortir. Hein. Mais on ne sait jamais. Un juge, c'est un juge. Hein. L'humain est faible parfois. Bon. Et donc, je vais mettre des clauses. Mais si jamais le juge autorise le retrait d'un des associés, si je n'ai pas mis la clause qui précise les modalités du calcul de la valeur de rachat, eh bien le juge va nommer un expert et l'expert a tous les pouvoirs pour estimer seul la valeur des parts. Et éventuellement, si la valeur ne vous convient pas, il faudra éventuellement prouver que l'expert a commis une faute grossière pour contester la valeur de rachat établie par l'expert. Donc, voilà. Donc, protégez-vous contre les hyènes. Hein. Donc, contrôle de capital, le retrait, l'entrée, l'exclusion, empêcher un associé de se retirer, clause d'agrément pour partir et pour entrer. Pour partir et pour entrer, plus une clause d'inaliénabilité.
Donc, cession des ascendants ou des descendants du cédant, en général, pas d'agrément, sauf clause contraire. Cession de part. En cas de cession de part, il faut l'agrément unanime des associés, sauf clause contraire. Et décès, voilà la règle, sauf clause contraire, donc. Et en cas de décès, pas d'agrément aux héritiers légataires, sauf clause contraire. Donc, chez moi, il y a la clause contraire. Tout le monde est soumis à l'agrément. Tout le monde. L'autorisation de retrait, le retrait judiciaire. Voilà, 1869, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société dans les conditions prévues dans les statuts ou après autorisation donnée à l'unanimité ou par le juge pour juste motif par une décision de justice. Et là, problème, c'est le pouvoir souverain du juge. Certains juges estiment que des raisons de convenance personnelle constituent de justes motifs de retrait. Pour d'autres juges, non. Les convenances personnelles ne constituent pas de justes motifs de retrait. Pour me protéger du juge, j'ai inscrit dans les statuts que les raisons de convenance personnelle ne constituent pas de justes motifs de retrait, par exemple. Et si le juge, vous voyez, si je mets une clause d'inaliénabilité, ça fait échec au pouvoir souverain du juge. Et si jamais le juge passe outre la clause d'inaliénabilité, peut-être qu'il j'irai en cour de cassation, mais si je n'ai pas envie d'attendre la cour de cassation, ben j'exclus l'associé pour mésentente, à la valeur nominale. Faut pas m'emmerder avec moi, hein? Non mais bon. Donc voilà, ne constitue pas de juste motif de retrait des raisons de convenance personnelle. Le fait qu'un associé n'utilise pas les locaux, des raisons de convenance personnelle également, les relations difficiles entre les associés, la perte d'affectio societatis ne constitue pas un juste motif de retrait. Constitue, pour d'autres décisions, constitue de justes motifs de retrait. Donc la jurisprudence, vous voyez, la jurisprudence la plus récente, c'est une personne qui a de faibles revenus devient associée d'une société civile dont l'immeuble est occupé par un autre associé gratuitement. La perte de relations affectives avec l'un des associés, le caractère très conflictuel entre les co-gérants, les dysfonctionnements caractérisés de la société, les éléments touchant la situation personnelle. Et ça, c'est le pouvoir souverain du juge, on n'y peut rien. Et ma clause d'inaliénabilité. Avec ça, je blinde tout. J'ai une clause d'inaliénabilité qui, normalement, relève du chapitre des libéralités. Mais la jurisprudence a validé complètement le fait qu'on puisse insérer dans les statuts d'une société civile une clause d'inaliénabilité qui relève pourtant normalement du principe de libéralité à la condition que cette clause soit limitée dans le temps et qu'elle réponde à un intérêt sérieux et légitime. Pour la SAS, il y a encore une clause supplémentaire, donc je mets les deux clauses d'inaliénabilité. L'inaliénabilité des actions qui, pour une période qui ne doit pas dépasser 10 ans. Les clauses d'agrément, refuser l'entrée. Donc tout le monde chez moi est soumis à l'agrément et c'est moi qui donne l'agrément. Je ne t'agrée pas. On peut même refuser de l'agrément à des héritiers. Un des associés décède, les enfants normalement entrent au capital. Ben, s'ils ne sont pas agréés, ils ne rentrent pas au capital de la société. Vous voyez, justement, ici, clause d'agrément et cession non agréée de part, seuls les associés qui peuvent attaquer éventuellement l'agrément, seuls les associés dont le consentement est requis pour la cession et la société peuvent invoquer la clause d'agrément, pas les autres. Jurisprudence assez récente. Quelle est la sanction de la violation de la clause d'agrément? Est-ce que ça peut entraîner la nullité du contrat ou l'inopposabilité? Avec la privation du contrat, de l'effet juridique du contrat à l'égard des tiers non signataires. Alors, le principe, c'est que en droit français, il n'y a pas de nullité sans texte. Ça veut dire que si le Code civil, le Code du commerce, tous les codes ne prévoient pas la nullité si la clause n'est pas respectée, par exemple, eh bien, il n'y a pas de nullité. Sauf qu'il y a quelques jurisprudences qui ont prononcé la nullité de certains actes,
mais ça n'a pas de sens. Donc, ça va être l'inopposabilité. Donc, voici les textes. Eh bien, je vais prévoir dans les statuts la nullité de l'acte pour violation de la clause d'agrément. Vous voyez, tout est possible. Il n'y a pas de nullité sans texte. Qu'à cela ne tienne, moi je vais mettre le texte dans les statuts. Exclure un associé, la clause de rachat forcé. Et donc on a vu que les motifs doivent figurer dans les statuts. La clause d'exclusion peut être... le pouvoir d'exclusion peut être conféré à la gérance, par exemple. Et à ce moment-là, c'est plus facile. Ma pratique, c'est de dire que la clause d'exclusion est décidée à une certaine majorité. Par exemple, la majorité des droits de vote. Soit par la collectivité des associés. Alors, la collectivité des associés. Moi, j'évite que les décisions doivent être prises par la collectivité des associés. Parce que quand vous écrivez collectivité des associés, ça veut dire que tous les associés doivent voter ou se prononcer en cas de consultation écrite. Moi, j'aime pas ça. Je peux écrire dans les statuts, par exemple, que la décision est prise dès lors que la majorité des droits de vote est réunie. Comme moi seul, j'ai la majorité des droits de vote, je n'ai pas à consulter l'ensemble des associés, ça me fait des économies de papier, je rédige un acte, voilà la décision que j'ai prise, elle s'impose à tout le monde. Ou alors par le gérant. Pourquoi pas? Donc préciser dans les statuts les motifs d'exclusion et éventuellement, on a vu le prix de rachat des parts de l'associé exclu. Donc par exemple, hein, la violation des dispositions statutaires, la mésentente entre associés. Rachat des parts, et voilà les modalités, on va fixer dans les statuts les modalités du calcul du prix de rachat des parts. On a vu, ça peut être la méthode DGFIP ou la méthode patrimoniale, hein, ou alors, vous pouvez très bien dire la valeur nominale, sauf si je veux être plus généreux. Voilà. Mes statuts, ils sont figés, ils sont faits en général pour durer dans le temps, quoi. Et préciser les modalités du calcul de la valeur des parts. Sinon, c'est le pouvoir souverain de l'expert. Sauf... Oui. Oui. C'est quoi la méthode DGFIP? Oui, c'est le guide d'évaluation des entreprises qu'on a vu tout à l'heure, vous savez. Vous tapez sur Internet « Guide d'évaluation des entreprises, DGFIP », Direction générale des finances publiques, 2006, et vous l'avez. Vous avez toutes les méthodes d'évaluation pour l'administration fiscale, ce qu'elle retient comme méthode. Toutes les autres méthodes, vous pouvez les présenter auprès de l'administration fiscale, mais en tous les cas, elle pourra éventuellement en tenir compte, mais elle pourra rejeter toutes les méthodes et ne retenir que la sienne. Voilà. Et alors, rachat des parts de l'associé décédé et la fiscalité. Vous voyez bien que j'ai un associé qui décède, ses héritiers, je ne les agrée pas. À ce moment-là, je vais leur racheter les parts. Eh bien, à ce moment-là, fiscalement, il n'y a pas de droit d'enregistrement parce que ce n'est pas une cession de parts. C'est un rachat de parts, comme on dit, mais ce n'est pas une cession, donc on évite les droits d'enregistrement. Je rappelle les droits d'enregistrement sur les parts sociales, société civile, part sociale. Si la société civile est à prépondérance immobilière, 5% de droits d'enregistrement. Si elle n'est pas à prépondérance immobilière, 3% avec un abattement de 23 000 €.